Bonjour Leïla. Merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation pour nous parler de votre parcours qui, j'en suis sûre, va inspirer beaucoup de personnes, des personnes qui cherchent leur voie, une voie qui a du sens. Et pour commencer cet échange, est-ce que vous pourriez nous dire un petit peu d'où est-ce que vous venez? Quelles sont vos origines, vos racines? Alors merci déjà pour votre invitation. Écoutez, moi je viens de Neuvecelle, donc un petit village au bord du lac, un petit village dont j'ai été maire il y a quelques années, et puis des origines très modestes et très rurales finalement, des parents qui se sont très vite investis dans le milieu associatif aussi, un père qui a été conseiller municipal pendant quelques années dans ma commune, et donc qui a commencé à mettre quelques petites graines justement on va dire, de l'intérêt pour l'autre d'une manière générale. Et je suis au milieu d'une fratrie, j'ai deux frères. Et puis aujourd'hui, je suis maman de trois enfants et grand-mère d'une petite fille qui fait le bonheur de ma vie. Avec mes enfants, bien sûr, parce qu'autrement, je pense qu'ils ils vont pas apprécier. Génial. Et si on retrace un petit peu votre parcours, quels étaient vos rêves de métier quand vous étiez enfant? En fait, assez rapidement, je voulais me destiner à l'éducation. J'avais envie d'être institutrice parce que très vite, alors j'ai toujours aimé l'école. Et très vite, je me suis dit que ça, c'était le plus beau métier, le métier de la transmission. J'aimais beaucoup le contact des enfants. Donc, je décide de faire des études pour être enseignant. Et en fait, à l'époque, il fallait faire ce qu'on appelait l'IUFM, c'était l'Institut de formation des maîtres. Et en fait, il fallait une licence, n'importe quelle licence. Donc, je réfléchis, je vais voir des conseillers d'orientation. Et c'est vrai qu'assez rapidement, je me dis que la meilleure formation, c'est psychologue, parce que je me disais que ça allait me donner des billes justement pour être dans l'approche aux enfants. Et puis finalement, je suis tombée dans la marmite de la psychologie et enfin oui, en fait, au bout de la première année, je me dis non, je crois que je vais quand même continuer. Et puis les années n'ont fait que confirmer pour finalement faire mes 5 ans, avec quand même une spécialité dans la clinique de l'enfant et de l'adolescent. Donc ça, c'était quand même assez cohérent avec mes envies de départ. Et puis finalement, je trouve que c'est une autre manière de venir en aide aux enfants. Ça, c'était mon objectif premier. Et aujourd'hui, je dirais encore plus que jamais, je pense que l'école doit être au sens vraiment de nos préoccupations. Donc finalement, il y a une certaine cohérence finalement dans mon engagement. Et puis après, donc formation initiale, un master, on dirait aujourd'hui, en clinique de l'enfant et de l'adolescent. Et puis, dans mon parcours de formation continue, j'ai travaillé aussi beaucoup sur la thérapie familiale, conjugale, avec des approches théoriques différentes, ce qui fait qu'à un moment donné, je m'installe dans un cabinet, en fait, pour pouvoir accueillir tout type de public adulte, enfant, avec une expérience professionnelle qui a été extrêmement marquante pour moi et je pense qui a contribué à faire celle que je suis aujourd'hui. C'est plus de 10 ans en soins palliatifs, dans une équipe mobile de soins palliatifs aux hôpitaux du Léman, où on n'était pas encore au cœur de ces enjeux aujourd'hui du droit à mourir, mais qui ont été des années incroyables d'authenticité, de rencontres que je garderai toute ma vie au fond de mon cœur. Wow. Ah oui, donc un parcours très riche, très orienté vers l'humain et avec donc des structures différentes au départ en tant qu'indépendante et ensuite dans une institution, dans un établissement Mm. public. C'est ça, à l'hôpital de Thonon. Ouais. Est-ce qu'il y a eu des accompagnements qui vous ont particulièrement marqué, même si j'imagine que chaque accompagnement est marquant, mais est-ce qu'il y a quelque chose qui vous a particulièrement marqué, dont vous avez un souvenir et que vous souhaitez nous en parler aujourd'hui? Alors effectivement, je dirais qu'il y en a plein. Mais je vais vous en relater un en particulier, mais en fait, ce que les soins palliatifs m'ont appris, c'est justement à sortir du cadre. C'est-à-dire que quand je suis formée comme psychologue, à l'époque, on était enfin en tout cas la formation que j'ai faite, c'est une formation assez, on va dire, encadrée, c'est-à-dire que il faut se garder de nouer des relations affectives avec les gens, il faut être vraiment dans un contexte très neutre, la neutralité bienveillante, la fameuse. Et les soins palliatifs m'ont vraiment appris à sortir de ce cadre, c'est-à-dire à toucher les gens. Euh, Tous ceux qui me connaissent disent que je suis très tactile, mais je crois que c'est venu aussi avec ça. C'est d'une part parce que j'aime les gens, mais aussi parce que les soins palliatifs m'ont appris ça, que à un moment donné, je crois que le contact avec l'autre, c'est au-delà des mots, parce qu'il n'y a pas de mots parfois. Il n'y a pas de mots. Et en fait, ce rapport à justement où est-ce qu'on place le curseur dans la relation à l'autre et l'aspect affectif, la conclusion, ce que j'ai appris de tout ça, c'est peu importe où on met le curseur, ce qu'il faut, c'est juste être au clair de là où on est. Et donc, juste une expérience qui restera toute ma vie,
Je dis qu'il y en a plusieurs parce que je crois que le rapport à l'autre dans la période de soins palliatifs et peut-être de la fin de vie, c'est une rencontre à l'autre dans une authenticité incroyable, de part et d'autre, mais incroyable. Moi, je suis toujours admirative de la manière dont les patients, en général, nous font confiance et sont en capacité de nous livrer des choses d'une intimité incroyable. Et je le vis à chaque fois comme un cadeau et comme une marque de confiance extraordinaire. Et ça, c'était au début de mon expérience de soins palliatifs. Je suis en entretien avec une dame qui sait que voilà, on n'a plus de traitement pour elle. Et c'est une femme incroyable qui vraiment restera au fond de mon cœur, comme d'autres, mais qui me touche terriblement. Et on est en fin d'entretien, et en fait, mon émotion me déborde, et j'ai des larmes qui coulent. Et là, j'ai ma petite alarme qui me dit, c'est pas bien. Et puis c'est comme ça. L'entretien se termine, je la revois la semaine d'après et je commence par lui présenter mes excuses en lui disant, mais vous savez, je suis désolée, j'étais vraiment, voilà, vous avez compris que j'étais émue. Et en fait, elle me dit, mais ne vous excusez pas et je vous remercie parce que j'ai compris à ce moment-là que vous étiez vraiment avec moi. Et ne vous excusez jamais d'avoir de l'émotion, au contraire, accueillez-la, acceptez-la. Et ça a été finalement une espèce d'autorisation pour la suite de mon exercice à évidemment être dans une forme de contrôle, on est bien d'accord, mais en tout cas à accueillir mes émotions et à accepter de les montrer quand c'était juste, juste. Et par rapport aux enfants, est-ce qu'il y a aussi quelque chose qui vous a particulièrement marqué ou des choses que vous voyez aussi régulièrement dans l'accompagnement des enfants qui se, qui se... Alors la première chose, ça c'est tant en tant que psychologue que mère et députée aujourd'hui, c'est que l'égalité des chances n'existe pas. Dans mon activité de psychologue, le fait est que les enfants qui viennent me voir, c'est de fait des parents qui avaient, un, l'ouverture pour le faire et puis deux, les capacités de le faire. Mais il y a tellement d'enfants qui sont en souffrance et qui n'accéderont pas à des soins. Donc là, ça veut dire aussi que les pouvoirs publics doivent vraiment s'en emparer. Mais ce que m'a appris mon exercice professionnel, c'est un, une souffrance chez l'enfant terrible, issue de divers facteurs, vraiment, mais une souffrance. Et peut-être que celle qui me marque le plus et sur laquelle j'interpelle régulièrement, on va dire, nos décideurs au-dessus du législateur, c'est une souffrance chez l'enfant qui est liée d'une part à l'éclatement familial et qui est aux prises, cet enfant est prise avec des conflits internes, des conflits familiaux, parfois parentaux. Et puis, et là, je pense que c'est vraiment important qu'on travaille là-dessus. Et c'est pour ça que je pense que l'école, quand la famille, les parents n'y arrivent pas, l'école, l'éducation nationale, donc l'État, doit s'en saisir. C'est aujourd'hui un véritable déficit de transmission des valeurs. Moi, j'ai été éduquée dans une famille de manière, on va dire, transgénérationnelle, où on transmet les valeurs des grands-parents aux parents, aux enfants, etc. Et là, j'ai rencontré vraiment beaucoup d'enfants à qui il n'avait pas été transmis ces valeurs. Donc, c'est ces enfants qui n'ont pas de repères, qui ne savent pas vraiment faire la distinction entre le bien et le mal. Et c'est une souffrance, hein, c'est une souffrance. Et là, je n'incrimine personne parce que en psychologie, on parle de compétences des parents. Ça veut dire qu'il y a des parents qui sont peut-être moins compétents que d'autres, mais peut-être tout simplement parce qu'ils n'ont pas reçu non plus, parce qu'eux-mêmes ont un parcours de souffrance. Et donc, aujourd'hui, plus que jamais, je crois qu'il faut absolument qu'on accompagne ces parents. Et c'est une question qui a été très présente chez moi avant d'être députée. C'est est-ce que justement c'est à l'État de s'en saisir? Parce que de manière légitime, les parents pourraient dire, mais attendez, c'est une intrusion et une ingérence incroyable que de s'ingérer dans l'éducation. Sauf que quand les parents ne le font pas, parce qu'ils ne le peuvent pas pour diverses raisons, qui le fait? Aujourd'hui, la réalité, c'est que personne ne le fait pour certains enfants. Donc je crois que ça fait partie de notre fonction, de notre devoir, de notre responsabilité que d'accompagner des enfants qui sont perdus et de fait dans une souffrance terrible. Ça prépare la transition justement vers la politique. Qu'est-ce qui vous a amené du coup à vous engager vers la politique, vers voilà, l'engagement? Alors, en fait, je m'engage assez rapidement, on va dire, dans l'aspect citoyen. Quand je suis adolescente, avec quelques amis de mon village, on avait
organiser des goûters pour les personnes qui étaient isolées ou des personnes qui étaient plus défavorisées. Et ça, je crois, la fibre profonde que j'ai que d'être au service de l'autre. Et c'est vrai que ça a suscité une certaine forme d'engagement déjà à ce moment-là au milieu associatif. Et puis donc, assez rapidement, le maire de mon village me demande de prendre la présidence de l'association d'aide en milieu rural, l'ADMR. Donc là, c'est une toute petite association à l'époque. Et l'idée, bah, c'est d'être au plus près des personnes, surtout âgées, pour mettre en place des aides pour les maintenir à domicile le plus longtemps possible. Donc là, c'est vrai que c'est un pas de plus. Et puis, quelques années après, il me demande d'intégrer son conseil municipal. Donc là, je commence ma vie professionnelle, mais je me dis que ça peut être une belle aventure. Et puis encore une fois, hein, j'ai reçu ça aussi de mes parents qui ont toujours été très engagés. Et je trouve que c'est plutôt un honneur que de servir ma commune. Donc j'y vais. Et puis là, c'est les circonstances qui font que, bah, effectivement, je le fais avec beaucoup de plaisir. Et puis je deviens adjointe. Et sur le mandat d'après, maire. Je crois que j'ai été piquée par ce virus de servir et sa commune et le pays d'une certaine manière, et surtout ses concitoyens. Et donc, je deviens maire, et puis je deviens aussi vice-présidente à notre communauté de communes du pays d'Évian, une vallée d'abondance. Et là, c'est vrai que ça ouvre un spectre très, très large qui permet de voir à tous les niveaux auxquels on peut intervenir justement pour essayer d'être utile. Et à ce moment-là, vous avez lâché votre activité de psychologue, vous vous êtes engagé pleinement dans la politique, ou bien vous aviez au départ toujours les deux activités? Alors, effectivement, au départ, j'ai toujours les deux. D'accord. Quand je deviens adjointe, ça devient quand même assez compliqué. Donc, au bout de 3 ans, je vais arrêter mon activité à l'hôpital, malgré moi, parce que vraiment, c'était énorme. J'ai vraiment aimé. Mais j'arrête mon activité à l'hôpital. Entre-temps, j'avais ouvert mon cabinet avec une collègue. Donc, je maintiens cette activité libérale qui a du coup l'avantage de pouvoir me permettre d'organiser mon temps comme je le souhaite. Je travaillais des jours, d'autres pas. Alors, la réalité, c'est que je commençais très tôt le matin et je finissais très tard le soir. Mais ça me permettait à l'époque de concilier tout cela. Et puis, en fait, assez rapidement, quand je deviens mère, je me rends compte que c'est compliqué. Donc, j'ai vraiment réduit considérablement mon activité professionnelle. Je trouvais que c'était bien aussi de garder un pied justement dans l'activité pro. Et en fait, ça ne sera plus possible, selon mes critères à moi, hein, parce qu'il y a des parlementaires qui travaillent encore, mais selon mes critères à moi, c'était plus possible quand je deviens députée parce que c'était plus supportable pour moi d'annuler des rendez-vous, d'avoir à faire déplacer des rendez-vous. Je trouvais que c'était pas correct pour mes patients et j'ai eu la chance d'avoir quelqu'un qui a pu, en tout cas, qui était disponible pour reprendre une partie de ma patientèle. Donc ça, c'était énorme pour moi. Ça aurait été très dur de les laisser sans relais possible. Et par rapport à votre parcours de mairesse, de maire, quel était votre rôle, l'impact que vous avez pu avoir aussi au niveau de votre ville? Alors, en fait, à ce moment-là, j'arrive quand on est sur la nécessité d'une réflexion sur l'école, justement. On a une population en Haute-Savoie, vous le savez, on a une croissance démographique très importante, donc une école qui est arrivée vraiment trop, trop juste en termes de dimensionnement. Et donc là, on décide, toute l'équipe, j'avais une équipe incroyable avec moi, on décide de faire non seulement une école, mais des services publics aussi, c'est-à-dire un restaurant scolaire, une médiathèque, un gymnase, un parking, etc. Donc c'est un très gros projet, très ambitieux, qui a nécessité d'aller chercher des financements, parce que ça c'est vraiment le nerf de la guerre dans les municipalités, enfin je dirais dans toutes les strates. On le sait encore plus aujourd'hui. Et ce qui a été pour moi révélateur, c'est la force du collectif. Parce que j'avais aucune ambition quand je deviens conseillère municipale. J'avais pas aucunement l'idée d'être maire. C'est les circonstances, encore une fois, qui le font. Et comme très souvent, quand on est une femme engagée, on va toujours se dire, non, j'ai pas les compétences, je ne sais pas faire, je vais pas savoir faire. Et puis finalement, bah effectivement, on n'est pas seul. Et je crois que c'est jamais le cas. En tout cas, il faut reconnaître la force des personnes qui nous accompagnent. Et en l'occurrence, quand j'étais maire de Neuvecelle, j'ai eu la chance d'avoir des adjoints incroyables. Et ça nous a permis de mener justement des projets, notamment cette école, enfin, ces équipements publics qui sont aujourd'hui
extrêmement appréciés et qui permettent justement de voir très concrètement comment on va s'adresser à nos concitoyens. Donc il y avait cette nécessité-là. Et puis après, il y a un milieu associatif très riche aussi dans ma commune. Donc c'est comment on arrive à les soutenir, et pas que forcément d'une manière financière, mais aussi de les accompagner, d'être présents à leurs manifestations. Donc vous l'avez compris, hein, moi, je crois que ma force, c'est la capacité de fédérer, c'est le lien et la capacité à être présent à l'autre, mais l'être dans une sincérité. Mm. Et avec ça, avec une équipe, ben, on peut mener tous les projets, parce qu'évidemment, là, je vous parle de l'école, mais il y avait une révision du plan local d'urbanisme, il y avait des projets aussi liés au réseau d'eau, enfin des choses très techniques et très structurantes pour la commune. Mais la base de tout ça, c'est de pouvoir essayer d'écouter tout le monde et de faire des propositions qui soient les plus proches de la nécessité du terrain. Et à quel moment vous avez eu envie d'aller plus loin dans la politique, d'aller aujourd'hui vous êtes député de la cinquième circonscription. Qu'est-ce qui vous a donné envie d'aller vers ce rôle? Alors, si je suis honnête, je dirais rien. J'ai jamais eu cette envie spontanément. Et il y a des jeunes que je reçois d'ailleurs aujourd'hui en stage qui rêvent d'être députés ou ministres ou même certains présidents de la République. C'était pas mon cas, si ce n'est que cette envie d'être utile. En fait, c'est ça. Je pense qu'il faut vraiment, quand on s'engage en politique, savoir pourquoi on le fait. Et il y a deux sortes de politiques. Il y a ceux qui le font pour servir leur image et ceux qui le font pour se servir l'autre. Vous comprenez bien que dans mon parcours, moi, ça a toujours été l'intérêt pour l'autre. Et donc, jamais je me dis un jour je serai députée. Et en fait, c'est des circonstances. Encore une fois, la députée sortante ne se représente pas. Donc, c'est vrai que là, en général, ça ouvre la voie à beaucoup de personnes. Et puis, une certaine stimulation aussi de mes collègues maires et d'autres élus de ma communauté de communes qui me disent que je devrais y réfléchir parce que peut-être ça pourrait être intéressant que je puisse le tenter. Donc au début, ma première réaction est très spontanée, c'est de dire mais non, jamais de la vie, pas moi, c'est pas possible, ça n'existe pas. Et puis finalement, bah, effectivement, ça va faire son chemin. Et ce qui a sans doute contribué aussi, c'est qu'en 2020, tout de suite après être maire, mais ça je ne le savais pas à l'époque, hein, Loïc Hervé, le sénateur, me demande d'être sur sa liste des sénatoriales. Loïc Hervé, avec qui c'était un sénateur, mais voilà, un parlementaire, pour moi, ça représentait vraiment quelqu'un d'important et qui pouvait nous aider au niveau de la commune. Je le connaissais très peu et c'est quelqu'un qui m'a beaucoup aidé justement sur les dossiers de la commune. C'est comme ça qu'on devient amis en fait. Et quand il me le propose, je le fais. Suppléant sur une liste de 5 personnes, c'était l'idée de faire une campagne et puis de pouvoir travailler avec lui ensuite. Mais il n'y a pas d'ambition du tout à ce moment-là. Mais c'est vrai que ça m'a permis quand même de goûter non seulement à une campagne de parlementaires qui était extrêmement intéressante, d'aller au-devant des maires, pour certains que je ne connaissais pas, puisque sénateur, c'est la Haute-Savoie. Et puis, en tant que maire, j'allais régulièrement au Congrès des maires, visiter l'Assemblée, le Sénat. Et c'est vrai que c'est des maisons incroyables, incroyables. Moi, je mesure encore aujourd'hui la chance et l'honneur qui m'est fait d'y travailler. Et peut-être que tout cela a contribué à un moment donné, à une prise de conscience de se dire, bon, finalement, est-ce que je peux être aussi utile autrement en tant que député? Et c'est ce qui a fini de me convaincre en disant, mais c'est vrai, quand on est maire, on est confronté à des incohérences législatives, à le sentiment que tout est décidé à Paris et que peut-être on pourra modestement contribuer à ce que ce soit un peu plus juste. Je comprends pourquoi c'est compliqué aujourd'hui d'avoir des lois qui soient vraiment parfaitement adaptées. Mais en tout cas, c'est ça qui m'a amené à un moment donné à me dire, allez, je tente l'aventure. Et puis aussi le binôme que je forme avec Christophe Songeon, mon suppléant, le maire de Balayson, qui nous permettait aussi d'avoir une vision du territoire très large. Et puis le fait, même si quand on se présente à une élection législative, bah, c'est sur sa tête qu'on le fait, on est un binôme fort parce que un binôme qui a décidé de s'engager sur la durée et avec un vrai, vrai rôle pour Christophe sur le terrain quand je n'y suis pas. Et petite question, peut-être qu'elle n'est pas très, voilà. Enfin, mais ça peut peut-être éclairer des personnes qui ne savent pas. La différence entre député et sénateur, parce que vous dites que vous étiez sur la liste du sénateur, ou vous êtes député. Alors, en fait, donc, on est des parlementaires. Il y a deux chambres dans le Parlement français, la Chambre de l'Assemblée nationale et du Sénat. Alors déjà, c'est le mode de scrutin qui est totalement différent, c'est-à-dire que le député est élu par scrutin universel, c'est-à-dire tous les habitants de la circonscription, en l'occurrence du Chablais, élisent leur député.
Les sénateurs sont élus par ce qu'on appelle les grands électeurs. Donc, c'est des maires, enfin, c'est des listes qui sont votées au sein de chaque conseil municipal. Et c'est des maires, des conseillers régionaux, des conseillers départementaux, des parlementaires. Et puis après, au sein de chaque conseil municipal, en fonction de la population, il y a un nombre de grands électeurs. Donc ça veut dire que les citoyens, en fait, vont déléguer à ces grands électeurs le vote de leurs sénateurs. Et la particularité, c'est que c'est un scrutin à la proportionnelle à un tour. C'est-à-dire qu'il y a un tour et ensuite, en fonction de la proportion que fait chaque liste, vous aurez un ou plusieurs sièges. Après, dans la fonction, donc c'est exactement les mêmes navettes législatives. Enfin, il y a évidemment quelques subtilités, mais d'une manière générale, c'est la même chose. Euh, En fait, on va dire que la fonction est la même, si ce n'est qu'évidemment, le Sénat va avoir une approche beaucoup plus sensible sur les élus. Donc, on dit que c'est la chambre des élus, des maires notamment, et de tous les conseillers, là où les députés vont avoir un regard beaucoup plus large sur toute la population. Mais en fait, comme les textes passent dans les deux chambres, on voit bien que la préoccupation est la même. Les textes qui sont liés au statut de l'élu ou aux collectivités vont d'abord passer au Sénat avant de passer à l'Assemblée nationale, mais d'une manière générale, on peut aussi, nous, députés, susciter des textes de cet ordre-là. Je dirais qu'en ce moment, une différence qui n'est pas négligeable, c'est que le Sénat n'a pas la possibilité de poser des motions de censure ou d'être dissous. Donc c'est vrai que le sénateur est un petit peu plus tranquille de ce point de vue-là sur, on va dire, les différentes instabilités politiques nationales. Ils sont élus pour 6 ans, ils sont élus pour 6 ans, à la différence du député. Vous êtes député de la 5e circonscription. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, ça veut dire déjà on représente tous les habitants de sa circonscription. Donc, c'est des circonscriptions en général entre 110, 120. Là, en l'occurrence, le Chablais, c'est 140 000. Mais on est aussi un représentant de la nation. Donc, ça veut dire qu'on représente aussi les Français à l'Assemblée nationale. Donc, ça veut dire qu'il faut déjà avoir ce double regard en permanence. C'est-à-dire, je suis représentant de la nation, donc je représente les Français, avec un regard particulier sur le Chablais. Donc, en fait, il y a quelque chose finalement de bicéphale en permanence. Et c'est pour ça que c'est une fonction qui est très exigeante, très engageante. Ça veut dire quelques jours à Paris où on va effectivement être un législateur, on va travailler les lois, on va proposer des lois, on va en amender certaines, on va en voter certaines. Ça, c'est un rôle très connu du parlementaire, du député, qui est de faire la loi, la fabrication de la loi. Et puis, c'est aussi un contrôle du gouvernement. On a plusieurs outils pour contrôler l'action du gouvernement. Et ça, c'est extrêmement important aussi. Ce n'est pas tout de voter des lois. Il faut voir aussi comment l'État se donne les moyens et le gouvernement se donne les moyens de les mettre en application et de les suivre. Donc ça fait partie de notre rôle aussi. Et puis en circonscription, c'est comment c'est absolument indispensable de rester sur le terrain pour pouvoir vraiment être à l'écoute justement de tous nos habitants, pour pouvoir faire des propositions. Alors soit du côté de la loi, faire des lois qui permettent de servir notre territoire. Et je vous donne juste un exemple. À un moment donné, il a fallu que j'intervienne sur la question de la mise en route du côté opérationnel de l'autoroute, par exemple, parce qu'il y avait un problème qui faisait que c'était bloqué. On a dû passer par la loi pour pouvoir permettre la poursuite de ce projet et sa concrétisation. Et puis, il y a un gros travail aussi de facilitation avec les administrations parce que malheureusement, il y a beaucoup de secteurs de l'État qui sont aujourd'hui en déficit de personnel ou de moyens. Et notamment, on est très, très sollicité sur les questions de titres de séjour, par exemple. Et puis, parfois, pour des raisons sans doute incompréhensibles, enfin certainement incompréhensibles, on a certains de nos administrés qui vont être coincés avec les caisses de retraite, avec la CAF, avec l'URSSAF, avec diverses instances ou agences. Et c'est vrai que l'intervention du député va permettre de faciliter ça. En soi, c'est pas normal, hein. On ne devrait pas avoir à passer par son député pour cela, mais c'est vrai que ce rôle de facilitation avec les administrations, il est important aussi. C'est pour ça, c'est extrêmement important de rester très, très présent sur le terrain. Et puis,
il y a aussi évidemment tous nos concitoyens qui vont nous écrire, prendre des rendez-vous pour nous parler du national aussi. On est là en ce moment sur la loi sur la fin de vie. Il y avait la question de l'IVG, la constitutionnalisation de l'IVG, enfin tous les sujets agricoles. Donc on a chacun, chaque administré qui a la possibilité de nous interpeller et ils le font. Alors avec des positions, vous imaginez bien, totalement divergentes selon d'où ils viennent et qui ils sont. Donc il faut pouvoir entendre tout ça et essayer d'être fidèle à son engagement et de pouvoir représenter euh, ses habitants de la manière la plus juste et la plus fidèle à ses engagements. Et c'est peut-être là où je peux faire un pas sur comment moi je me suis engagée. Au départ, quand on décide de se présenter avec Christophe, on avait la naïveté de penser que, on pouvait le faire sans étiquette politique. Parce que c'était notre fibre en tant que maire. En tant que maire, quand on est maire d'une petite commune, on n'a pas d'étiquette. On a des convictions, mais on n'est pas obligé de les faire vivre au cœur de notre conseil municipal. Moi, le mien, j'avais toutes les sensibilités qui étaient représentées, j'en étais plutôt fière. Et puis en fait, j'avais adhéré au parti Horizon avant même que l'idée de devenir députée arrive, hein. Mais en fait, voilà comment les choses se font. C'est-à-dire qu'à un moment donné, je suis candidate, le parti Horizon voit que je suis candidate, et là, on m'appelle et on me dit, mais est-ce que vous voudriez pas le faire sous les couleurs Horizon? Donc là, il y a non seulement un temps de réflexion de ma part, et puis il y a surtout un temps de réflexion au niveau national qui, enfin, à l'époque, il y a eu un long moment entre Emmanuel Macron et Édouard Philippe pour savoir quelles seraient les circonscriptions qui seraient à l'époque plutôt En Marche, Renaissance ou Horizon. Donc ça a permis du temps aussi de réflexion, mais c'est comme ça qu'effectivement, je me présente sous l'étiquette Horizon. Donc étiquette Horizon, ça voulait dire quand même une certaine ligne, ça veut dire un centre droit avec des valeurs humaines, sociétales, européennes. Et ça donnait déjà une indication pour les électeurs, quoi. Hmm. Et donc aujourd'hui, qu'est-ce que ça représente le parti Horizon en termes de valeurs, plus en détail ce position? Alors, en fait, il y a Horizon et puis il y a aujourd'hui comment je travaille. Alors, Horizon, pourquoi j'adhère à Horizon en 2021? Parce que, en fait, moi, je découvre, comme tout le monde, Édouard Philippe, enfin, comme la plupart des gens, je découvre Édouard Philippe en tant que Premier ministre, notamment dans la gestion de la crise du Covid. Et en fait, je suis fascinée par ce monsieur qui, alors qu'il est Premier ministre, dit je ne sais pas. C'est la première fois que j'entendais un politique de ce niveau-là dire je ne sais pas. Donc ça m'interpelle et je commence à m'intéresser à lui. Je vais lire ce qu'il a écrit, je vais regarder les différents reportages qui sont faits sur lui. Et en fait, ça me séduit vraiment, vraiment. Donc je me dis, bah tiens, quand même, j'adhérerais bien à ce parti. Mais toujours en tant que mère, je me dis, je trouve que c'est bien de ne pas être étiquetée. Et puis en fait, il crée Horizon en octobre 2021. Je veux y aller. J'ai une manifestation importante dans ma commune, donc je choisis ma commune, je n'y vais pas, mais je continue à suivre. Et puis quand il crée le site Horizon, je vais voir. Il y a la charte des engagements, le manifeste, les valeurs. Et là, en fait, je m'y retrouve complètement. Et je me dis, mais tu coches absolument toutes les cases. C'est idiot, tu sens qu'il y a quelque chose, faut y aller. Avec l'idée de peut-être que un jour il sera candidat au présidentiel et peut-être que là, ce sera intéressant de pouvoir être active à ce niveau-là. Mais voilà, c'était des convictions profondes, donc des convictions qui sont liées vraiment à l'homme que je pressentais sur des valeurs humaines importantes, euh, une droite modérée, ce qui me convenait bien, des valeurs humanistes profondes, un sens du régalien, un sens du devoir, et puis encore une fois, un positionnement pro-européen qui est une conviction pour moi. Et donc voilà comment j'arrive chez Horizon. Et puis quand je suis candidate, je rencontre Édouard Philippe avant l'élection, hein. Et Hmm. là, bah, en fait, ce que je pressentais se confirme avec la rencontre de cette personne qui est fidèle à ce qu'elle montre, en fait. En tout cas, ce qu'elle montre dans la relation, parce que aujourd'hui, je pourrais dire qu'il y a un décalage parfois entre l'homme qu'il peut être dans les interviews et la personne véritablement humaine, proche, drôle. C'est pas forcément ce qu'on voit chez lui en premier. Mais, mais plus que jamais, aujourd'hui, je suis convaincue effectivement que c'est complètement cohérent avec mes valeurs.
Et pourquoi je vous dis, il y a Horizon, puis il y a ce que je suis, parce que moi, quand je me présente, je dis, je voterai toujours en fonction de mes valeurs aussi. Mm. Aujourd'hui, j'ai pas eu de conflit de valeurs sur ce que j'ai voté. D'ailleurs, la preuve, j'ai pas toujours voté comme mon groupe, notamment sur les sujets environnementaux. Alors, pas parce que mon groupe n'est pas intéressé par les sujets environnementaux, mais c'est peut-être que moi, j'ai une fibre très particulière. C'est vraiment le sujet sur lequel je me suis engagée, et très précisément sur la question de la santé-environnement, avec cette idée qu'on ne peut pas traiter des questions environnementales si on ne traite pas la protection des Français. Et traiter la protection de la santé des Français, ça veut dire qu'il faut qu'on traite la protection non seulement de l'homme, de l'animal, mais aussi des écosystèmes. C'est vraiment tous les travaux que je peux faire autour de ce qu'on appelle une seule santé, One Health, et qui est aujourd'hui une conviction et ma colonne vertébrale. C'est-à-dire je ne peux plus aujourd'hui envisager les sujets environnementaux sans avoir ça vraiment en colonne vertébrale. Donc ça veut dire que mes collègues députés de mon groupe, mais même d'autres, bah, n'ont pas forcément voilà, cette conviction. Et ça, c'est un travail de tous les jours de pouvoir, je dis pas que j'ai raison, hein, mais en tout cas de pouvoir essayer de convaincre. Et puis, ça me permet aussi d'avoir une ouverture très importante avec les autres groupes politiques, en sachant que ma règle, comme beaucoup d'entre nous dans le bloc central, on travaille avec tout le monde, sauf avec LFI, RN et UDR, puisque c'est la même chose, c'est RN. Donc voilà, donc ça permet quand même un couloir de nage assez important, et j'ai aucun problème à travailler de la droite républicaine jusqu'aux socialistes, en fait. Et par rapport à vos engagements, quels sont les projets ou la loi dont vous êtes le plus fier aujourd'hui? Alors, c'est vrai que celle que j'ai portée, qui porte la France en fait sur une position vraiment leader sur la question de la régulation de l'ultra fast fashion qui sont ces produits textiles qui sont fabriqués, alors on va les citer, hein, Chine, Timu et d'autres, parce qu'il y en a d'autres, qui Mm. produisent à l'autre bout du monde des textiles dans des conditions épouvantables et certainement dans ce qu'on avait choisi, c'était l'impact environnemental de cette industrie textile. Euh, c'est une aberration écologique, parce que des pollutions des sols, de l'air, de l'eau, etc. Une aberration économique, parce qu'on est sur une distorsion commerciale totale. Ils ne respectent pas les règles, les réglementations. Ils n'ont pas de magasin, enfin, ils n'avaient pas à l'époque de magasin physique, donc ne font finalement rentrer aucune richesse en France. Et puis, une aberration sanitaire, parce qu'on sait que ces produits, malheureusement, vont avoir des impacts sanitaires, de problématiques de perturbateurs endocriniens, d'allergies, et aujourd'hui, on est en train de découvrir de problématiques cancérogènes. Et puis récemment, avec ce qui s'est passé sur la fin d'année, une aberration morale, notamment avec ces produits pédopornographiques qu'on pouvait trouver sur leur plateforme. Et puis une vraie problématique sociale aussi, puisque je vous le dis, il y a des questions de traite humaine sur les gens qui fabriquent ces produits. Donc, on a ce fléau qui arrive en France et qui est malheureusement un marché très très important pour les Français. Donc, il fallait en faire quelque chose. Et là, c'est vrai qu'on a travaillé main dans la main avec Christophe Béchu, qui était ministre de la Transition écologique à l'époque, pour proposer cette loi qui a été vraiment reprise, hein, beaucoup par les médias internationaux, parce que c'est le premier pays qui s'occupait de cette question-là, alors même que tout le monde est impacté. Tout le monde est envahi par Mm. ces textiles qui vont devenir des déchets. Et les exemples seraient pléthores. Enfin, si on avait 3 heures, je vous expliquerais toutes les problématiques de déchets et de traitement des textiles en France et dans les pays tiers. Donc ça, c'est une vraie fierté, et c'est une vraie fierté d'avoir encore aujourd'hui, plus de 2 ans après, tout l'écosystème de la mode avec moi, les ONG, certains lanceurs d'alerte. Enfin, et là, encore une fois, on le voit, c'est la force d'un collectif. Si on n'a rien lâché depuis 2 ans, c'est parce que on est tous ensemble, avec d'autres collègues aussi, évidemment, parlementaires qui sont avec moi depuis le début. Et là, on est à quelques jours d'arriver à l'issue de cette loi, qui est la commission mixte paritaire, qui nous permettra de déterminer ce qu'on va garder du Sénat et de l'Assemblée, et avec une promulgation, normalement, très rapidement, avant la fin de la session, donc avant fin juillet, pour pouvoir enfin permettre à l'industrie française et européenne d'avoir des vrais moyens de régulation de cette ultra fast fashion, et de pouvoir redonner à la France une force par rapport à ça, pour avoir des armes égales en fait, pour se battre. Et vous l'avez bien compris, les enjeux se font aussi au niveau européen. La France, elle ne peut pas se battre toute seule, mais il y a déjà beaucoup d'États membres qui s'en sont saisis.
Moi, mon ambition, c'est qu'elle puisse être évidemment portée au niveau euh, européen pour que ce soit pas une loi française, mais une loi européenne. Super. En nous partageant ce projet de loi, vous nous avez partagé un enjeu majeur au niveau national, au niveau européen, même mondial. Quels sont les enjeux au niveau local, au niveau de notre région, de la cinquième circonscription? C'est une super question. En fait, je me suis rendu compte, alors je suis toujours très présente sur le terrain, hein. Je suis du lundi soir au jeudi à Paris et après quand je reviens ici, mon agenda déborde de propositions sur le terrain. Mais encore une fois, c'est toujours un plaisir que d'aller à la rencontre des maires, des associations ou des concitoyens à la permanence ou ailleurs. Euh, et c'est vrai que j'ai encore plus à cœur aujourd'hui de rendre compte dans le Chablais de ce que je peux faire au niveau national. C'est comme ça qu'on organise une soirée consacrée justement sur les enjeux de santé et environnement, qui a vraiment fonctionné parce que je crois que c'est une vraie préoccupation des Français et donc des Chablaisiens, qu'on a créé cette journée G7 du territoire pour montrer concrètement ce que ça pouvait se dire pour nos habitants que d'avoir un G7. C'est pas simplement des grands de ce monde qui, certes, prennent des décisions et c'est important qu'ils se rencontrent, et tant mieux qu'ils le fassent à Evian, mais c'est aussi qu'est-ce que ça veut dire et comment nous, comment chaque citoyen peut être acteur de ces décisions qui sont extrêmement importantes. Et puis après, bah, c'est comment on va utiliser cette force et cette influence qu'on peut avoir à Paris pour servir des projets très concrètement du Chablais. Et là, pareil, moi, je reprends mes engagements de départ. Et mes engagements de départ, c'est m'engager pour la question de la santé, l'accès aux soins, le soutien à notre hôpital de Thonon qui est euh, d'une résilience incroyable. Je ne cesserai de saluer, de louer le personnel soignant qu'on a, qui travaille dans des conditions parfois vraiment pas sympas, mais qui sont toujours d'un accueil, d'une compétence et d'un service que vraiment ils sont d'une résilience incroyable. Moi, je les remercie vraiment. Donc, c'est soutien, alors très clairement, hein, auprès de l'Agence régionale de santé, auprès du ministère de la Santé. Et là, on aura bientôt une très très bonne nouvelle à annoncer. Je fais du teasing. Euh, Trop tôt pour l'annoncer maintenant, mais le G7 aide aussi à cela. Faut bien penser aussi que le G7 nous aide à porter au niveau de l'Élysée des projets qu'on porte déjà depuis longtemps. C'est aussi un de mes combats, c'est le désenclavement multimodal du Chablais. Ça veut dire, oui, je soutiens l'autoroute, mais je soutiens aussi le ferroviaire. Il faut absolument qu'on arrive à avoir la boucle du lac Léman sur notamment le RER Sud-Léman. Je ne comprendrais pas qu'on n'arrive pas à rouvrir cette voie alors qu'on a 17 véhicules jour sur la, la rade départementale au bord du lac qui traverse tous les jours la frontière. Enfin, c'est pas possible. Et ça, c'est des enjeux tant environnementaux qu'économiques. Et là, je ne parle pas que des frontaliers, il y a aussi tous les enjeux de tourisme. Donc, ce désenclavement multimodal, auquel je rajoute la question des navettes lacustres, auquel je vais rajouter aussi toutes les mobilités douces, c'est essentiel. Et ça, c'est des enjeux vraiment structurants pour notre territoire. Et puis, il y a évidemment aussi, et tout cela est très lié, les questions de pouvoir d'achat, les questions de logement, d'accès au logement, qui est vraiment très problématique chez nous. Grosse croissance démographique, avec un pouvoir d'achat très important pour certaines personnes, et pas pour d'autres. On a une vie chère ici, et c'est vrai que sur le mandat précédent, on a réussi parce que on travaille la main dans la main avec les autres parlementaires du socle républicain, c'est-à-dire les sénateurs et les députés, sur les sujets structurants pour la Haute-Savoie, on travaille ensemble. C'est comme ça qu'on obtient notamment la prime de résidence pour les collectivités de la Haute-Savoie. Pour certaines, c'est pas encore toutes, mais on continue à travailler là-dessus. C'est plus symbolique qu'autre chose, mais c'est juste pour dire ça, c'est la première étape. On reconnaît qu'en Haute-Savoie, la vie est très chère et qu'il faut aider les fonctionnaires et puis ceux qui sont au SMIC. Parce que la réalité, en fait, du terrain, c'est qu'on a des gens qui sont extrêmement favorisés parce que salaire frontalier et puis d'autres qui servent l'État, qui servent l'activité économique, touristique, je pense aux commerçants. euh, eh ben, ils n'ont pas le même salaire, alors qu'ils vivent dans la même région avec le même coût. Donc tout ça, ça fait partie du travail aussi très concret de comment on articule notre activité nationale et locale. Génial. C'est super intéressant et vous avez répondu en tout cas à la question. Ça permet de donner aussi une vision des enjeux de cette région qui sont pas toujours bien cernés. Merci pour la réponse. Merci infiniment pour cet échange
Et pour terminer, je vous poserai une dernière question, c'est qu'est-ce que vous conseillerez ou qu'est-ce que vous diriez à quelqu'un qui a envie de changer de voie, qui a envie peut-être de s'engager aussi dans la politique comme vous, mais qui ne sait pas, qui n'ose pas? Quel serait votre conseil? Alors déjà, la première question, c'est pourquoi tu le fais? Ça, c'est mon côté psy, c'est-à-dire qu'avant de répondre à quelque chose, je vais interroger l'autre. Pourquoi tu veux le faire? Pourquoi tu veux le faire? Vraiment, pose-toi ces questions-là. Et puis, en fonction de comment tu y réponds, bah déjà, ça va pas placer les enjeux de la même manière. Mon premier conseil, c'est tu peux pas faire ça, sincèrement, authentiquement, si t'aimes pas les gens. Vraiment. Parce que je crois que ça fait vraiment la différence. Moi, quand je vais rencontrer les gens, j'ai du vrai plaisir. Parfois, je suis fatiguée. Parfois, j'ai pas envie. Parce que j'ai juste envie, c'est de rentrer chez moi, de me poser et de m'isoler. Et ben, quand je le fais parce que j'ai un sens du devoir et que je rencontre ces gens, je me dis, waouh, en fait, c'est trop bien. C'est trop bien d'écouter les gens et de les rencontrer. Euh, et puis, ça vient pas comme ça, en fait. On ne peut pas décréter du jour au lendemain qu'on sera maire, qu'on sera député. C'est comment on s'intéresse à la chose publique de différentes manières. Moi, je crois que la première manière, c'est de pouvoir le faire en tant que dans le milieu associatif, parce que déjà, le milieu associatif est en souffrance, hein, on a de moins en moins de bénévoles, donc c'est comment de manière totalement désintéressée, je vais me mettre au service de l'autre. L'association, c'est le super moyen de le faire. Ça permet de connaître des gens, ça permet aussi de comprendre vers quel objet j'ai envie de me sensibiliser. Et puis après, donc là c'est un petit peu tard parce qu'on vient de voter les municipales, mais c'est aussi de commencer par se proposer en tant que conseiller municipaux. Si ça n'est pas possible pour X raisons, il y a une majorité de communes aujourd'hui qui proposent des comités, j'ai plus le terme, les comités consultatifs. Voilà, les comités consultatifs, c'est-à-dire je ne suis pas élu, mais moi ça m'intéresse de bosser sur l'urbanisme avec la commune. Eh bien, fais ta candidature, intègre un comité consultatif et tu travailles avec les élus, tu peux faire des propositions. Donc ça, c'est une manière aussi très concrète de pouvoir rentrer, mettre un petit pied dans la vie, on va dire, communale et de le faire en se spécialisant peut-être sur un sujet ou en tout cas en amenant son expertise. Donc, c'est avant de pouvoir envisager ça, c'est comment je me mets au service. Vous savez, c'est toujours la phrase de Fitzgerald, c'est de dire, avant de te demander ce que l'autre peut faire pour toi, la collectivité, le pays, ou ben, c'est qu'est-ce que toi tu peux faire pour ta commune. Je pense que la commune est l'échelon le plus intéressant, ou le milieu associatif. Je vous dirai ça une fois que j'aurai terminé mes mandats de député, mais maire, c'est le plus joli des mandats dans le sens où on est sur le terrain en permanence. Et c'est vrai que je pense qu'il ne faut pas brûler les étapes. C'est aussi un conseil que je donnerais. C'est vraiment de prendre le temps. Mais il y a un autre aspect. Souvent, quand je vais voir des écoles, les élèves me disent, mais faut faire quoi comme formation pour être député? Donc là, je leur dis que c'est pas un métier, que c'est une fonction, c'est une fonction élective. Et là aussi, on a des députés qui sont passés par Sciences Po, qui sont passés par du droit, par de la communication, mais logiquement, comme on est les représentations des Français, euh, le mieux, c'est qu'on soit représentant. Il y a des médecins, il y a des avocats, il y a des agriculteurs, il y a des instituteurs, il y a des patrons de boîtes, d'industries diverses, etc. Euh, donc, il n'y a pas il y a pas de formation à proprement parler. En revanche, ce que je trouve aussi intéressant, et moi j'ai découvert ce milieu en étant députée, c'est tous les collaborateurs parlementaires, les collaborateurs ministériels. Je trouve ça assez fascinant. Quand j'étais à l'époque où je cherchais ma voie, il y a tout un pan que je n'imaginais pas. Un, parce que je ne le connaissais pas, et deux, parce que l'ascenseur social, mine de rien, c'est encore une question, hein. C'est-à-dire que jamais, jamais j'aurais imaginé, vous voyez, psychologue, mais jamais j'aurais imaginé psychiatre, jamais j'aurais imaginé avocate, jamais, parce que c'était pas mon milieu. Aujourd'hui, il faut vraiment qu'on stimule nos jeunes à ne... C'est ce que je leur dis d'ailleurs en général, je leur dis rêver, allez au bout de vos rêves, ne vous mettez aucune interdiction, parce que de toute façon, vous arriverez quelque part. Donc, n'allez jamais, ne vous brimez jamais. Donc ça, c'est aussi ça, donnez-vous les moyens de vos ambitions, et ces moyens, c'est d'être le plus sincère, le plus authentique possible, et d'aimer les gens. Infiniment. Merci beaucoup. Ce sera la phrase de clôture.
Merci beaucoup, Madame la députée, pour votre temps, pour ce partage, pour cet échange qui était très enrichissant et j'ai été honorée d'avoir Oh, c'est gentil. Mais vous savez quoi? Si vous êtes sur ton nom, on se prend un café, un de ces quatre. avec grand On plaisir. fait ça? Hein? Moi, ça me ferait super plaisir parce que du coup, je vous connais pas. Vous en savez plus sur moi que moi sur vous. On se fait ça cet été, ça vous dit? Oui, Génial, génial. Merci, merci vraiment pour cette invitation. Et puis je vous dis à très vite alors. merci beaucoup. Bonne journée. Bonne journée, à bientôt. Au revoir.